Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de la chaude pisse. Pour ce 9e épisode, nous nous retrouvons autour de notre TARDIS virtuel avec notre équipe habituelle, en commençant par Zu. Bonsoir. Nampnao. Salut. Pomme. Hello. Et pour finir aujourd'hui, ce soir, quand on verra à quel moment vous nous écoutez, une invitée spéciale, le plus beau rire de Podcut Studio, Herculea. Bonjour. Oh. Bienvenue. Yeah, elle est là. Le bonjour de timide. Tu veux qu'on t'appelle Audrey ou Herculea? Audrey ou Herculea. Ok. Non mais je sais pas. Merci de ta réponse. Du coup, avant qu'on commence à rentrer dans le vif de notre sujet, tu participes toi aussi à des podcasts pour le compte de Podcut, vas-y. Oui, j'ai un podcast sur la Corée du Sud qui s'appelle Gonbe, qui s'écrit pas du tout comme ça se prononce, du coup tout le monde se trompe tout le temps. Et je participe aussi à la menstruelle avec Pomme. Oui, on parle de nos règles et des vôtres. Bah, peut-être dis-nous comment ça s'appelle, Gonbe. Ah oui, donc Gonbe c'est G-E-O-N-B-A-E plus loin. Et puis on parle pas juste de K-pop, on parle aussi de tips de voyage et tout ça, donc bah voilà, c'est plus sympa que juste les trucs qu'on peut connaître de la Corée. Très bien, on mettra le lien dans la description de l'épisode, que ça évitera les tromperies. Exactement. Eh bien, si tout le monde est prêt, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec, pour ce 9e épisode, à la fiche technique Nampnao. Oui. Alors cet épisode se nomme The Empty Child en anglais et la parfaite traduction du titre en français est Drôle de mort. Oui, empty ça veut dire drôle et child ça veut dire mort. Exactement. Je confirme. Grand point, l'homme qui est mort 2 fois. Il s'agit de la première partie d'un double épisode, à savoir. Donc vous n'aurez pas la fin en écoutant seulement cet épisode, donc revenez dans 2 semaines pour écouter la suite. Il a été diffusé pour la première fois le 21 mai 2005 sur la BBC et le 3 décembre 2005 sur France 4. Le réalisateur est James Hawes et scénarisé par tatatam Steven Moffat. Donc il y a des fans inconditionnels a priori. Oui. Enfin C'est non, ça. pas inconditionnel. Le 9e Docteur continue à être interprété par Christopher Eccleston, qui est accompagné de Rose, joué par Billie Piper. On retrouve également dans cet épisode Jack Harkness, joué par John Barrowman, et le Docteur Constantine, joué par Richard Wilson, qui est l'acteur jouant Gaius dans la série Merlin de la BBC. Qui est vachement bien. Il a un super sourcil. Oh. Pour vous faire un petit résumé, sans tout vous révéler, en poursuivant un mystérieux objet à travers l'espace et le temps, Rose et le Docteur vont atterrir à Londres en 1941, où un étrange enfant avec un masque à gaz terrorise les orphelins de la ville. Qui est cet enfant et y a-t-il un lien avec le mystérieux objet? Vous le saurez en suivant la 164e aventure télévisée de Doctor Who. Merci Nimp. Alors, donc on constate ici que c'est quand même la 164e aventure télévisée du Docteur. Et je me demandais, Audrey, comment est-ce que tu as découvert Doctor Who, toi ? Alors en fait, moi je suis très fan de Matt Smith, et du coup j'ai découvert Doctor Who uniquement avec la saison de Matt Smith. J'ai jamais regardé avant que vous sortiez votre podcast, j'avais jamais regardé les premiers épisodes, et du coup là je me suis prise au jeu, je me suis dit bon, tout le monde m'engueule, il faudrait peut-être que je regarde du début et pas juste la saison avec Matt Smith. Mais personne t'engueule.
Non, mais pas vous, mais genre mon copain et tout ça. Ah, Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour regarder à partir du début. Et voilà, du coup, là, c'est la première fois que j'ai vu cet épisode. J'ai découvert de la même façon. Mais alors du coup, juste, je suis un peu intrigué. Matt Smith, il avait fait quoi avant Doctor Who? Ou alors tu l'as découvert, t'as juste vu des photos de lui en Docteur et tu dis, oh, il faut que je regarde ça. Non, en fait, j'aime beaucoup Matt Smith pour d'autres rôles qu'il a fait. Et du coup, après, je me suis intéressée à Doctor Who. Mais j'ai regardé il y a pas très longtemps. Enfin, genre, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. J'ai regardé les saisons avec Matt Smith. Donc, j'étais vraiment à la bourre. Et puis, ça passait sur France 4. Donc, j'ai dû voir 2-3 épisodes comme ça en vrac, on va dire. Mais vraiment, j'avais pas du tout accroché. Les rôles dans lesquels j'ai vachement aimé Matt Smith en dehors du Docteur, il y a son rôle dans The Crown Oui, évidemment. évidemment. Oui. Parfait. et son rôle dans Pride and Prejudice and Zombies. Oui. J'ai pas vu. Attends, Zu. Il y a Zombies dans le titre. Mais il y avait Matt Smith dedans. Ah. Et tu l'as vu? Ça a été dur. Ok. Et du coup, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble qu'il a joué dans le dernier Terminator. Oui, si, oui. Je sais pas te dire. Si, Genesis, le film tout pourri. Enfin bon, bref. Pas son meilleur rôle. Et oui, si, c'est ça, il a bien joué. Très bien, eh ben merci à tous. Notre rubrique suivante, c'est réussir à convaincre un auditeur de regarder cet épisode. Je pense que ce sera pas l'épisode le plus difficile. J'ai cru que t'allais pas nous demander. J'allais râler. Et je propose à Herculea de commencer. Surprise. Ah bah j'ai bien fait de venir. Alors l'épisode est bien parce que déjà c'est un double épisode. Du coup vous avez 2 fois plus d'intrigue que d'habitude. Enfin pas 2 fois plus d'intrigue mais ça dure 2 fois plus longtemps. Il y a le capitaine Jack. Rien que pour ça, je pense qu'on peut regarder l'épisode. Parce que moi, je découvre vraiment, du coup, j'étais trop en mode, oh putain. Voilà. Moi, j'aime bien le docteur aussi. Enfin, genre, je le trouve sympa et rigolo. Alors, ça, c'est comme les épisodes d'avant. Du coup, c'est pas spécialement pour celle-là. C'est en plein dans le Blitz. Du coup, c'est un peu sympa de voir cette époque-là. Qu'est-ce que je peux dire? Rose, elle a un t-shirt avec l'Union Jack et c'est rigolo. Et c'est un truc particulier dans l'épisode. Voilà, je sais pas, faut regarder cet épisode. Voilà. Non mais te force pas. Si tu penses en avoir dit assez, n'insiste pas. Elle va couper, elle va aller se coucher. Vas-y, respire, hein, nous fais pas une crise de panique Mais tout de suite. non. Ok, merci. Zu, à ton tour. Que dire de plus? C'est un épisode où effectivement le docteur est particulièrement sympathique, contrairement à d'autres épisodes où c'était un peu une tête de mule. Et c'est un épisode avec un mystère bien épais, comme je les aime. Donc c'est cool. Merci. Pomme, ton avis. Et ne dis pas juste Captain Jack en boucle. Non, parce que je n'ai pas que ça à dire. Tu verras, tu vas regretter que je n'ai pas que ça à dire. C'est un de mes épisodes préférés de Doctor Who, en tout cas des 4 premières saisons. Et comme je l'ai découvert bien après, tous mes épisodes préférés de ces 4 premières saisons ont été écrits par Steven Moffat. Alors que normalement c'est pas lui qui s'occupe de Doctor Who à ce moment-là. Il reprend il devient showrunner qu'à partir de la 5e saison. Et donc voilà, ils ont ce point commun. Et enfin, je ne l'ai découvert qu'après. Voilà. Il y a Captain Jack Harkness, parce que c'est quand même grâce à lui si j'ai regardé Doctor Who, parce que je l'ai découvert dans Torchwood, et c'est parce que il y avait lui dans Torchwood et que j'ai su qu'il était aussi dans Doctor Who que j'ai commencé à regarder Doctor Who. Donc j'ai un rapport particulier à ce personnage. L'intrigue est chouette, l'épisode est rythmé, il y a un peu d'humour sans en faire des caisses. Ça parle d'un moment pas cool, et pourtant c'est pas non plus lourd et enfin si c'est un peu lourd, mais il y a pas de pathos non plus. Tout est bien dans cet épisode, il y a rien à jeter. Ok, merci. Et du coup, Nimp, est-ce que tu penses trouver des choses en plus? Oui, j'ai juste rajouté une chose. C'est, on avait déjà eu un double épisode avant dans la série. Les Slitins. Mais disons que le mystère et tout était plié, assez rapidement déjà dans la première partie, alors que là, à la fin de la première partie, on est encore à le temps pour aller voir la suite, et ça, c'était sympa. Il y a un bon cliffhanger, effectivement. Voilà. Ok, merci Nimp. Et toi? Moi, alors, un peu comme toi, c'est un de mes épisodes préférés de Doctor Who. C'est
C'est un épisode où ils arrivent à nous faire ressortir beaucoup d'émotions, qu'il arrive à nous faire un peu peur, ou en tout cas être un peu glauque, tout en ayant un bon fond, vu que ça va mettre en scène des enfants. Bon, le Captain Jack qui était déjà, pareil, une grosse découverte quand je suis tombé sur la série. Et voilà, le docteur particulièrement en forme, mais pour moi c'est vraiment cette ambiance qu'ils ont réussi à poser dans ce premier épisode qui m'a énormément plu, qui me fait toujours kiffer de revoir cet épisode. Mais voilà, donc oui, regardez-le, c'est pas un épisode important pour le... comment dire ? Pour le lore. Pour découvrir... alors pour le lore si, du coup, avec Captain Jack, mais pour les pouvoirs, les possibilités du voyage dans le temps, mais qui est très important pour la suite des saisons, et puis pour Torchwood qui sera introduit derrière. Pour moi, c'est presque un épisode qu'on pourrait voir sans forcément avoir vu les 8 d'avant. Oui. On serait peut-être un peu paumé de savoir qui est Rose et le Docteur, mais il pourrait se voir ces 2 épisodes sans forcément avoir vu les 8 d'avant. Ça peut être une meilleure introduction que le tout premier. Carrément. Et c'est vrai, je pense, de tous les épisodes que t'as cités, Pomme. De Moffat. Oui. Eh bien, merci à tous. J'espère que nos auditeurs seront convaincus et vont se précipiter sur l'épisode avant de poursuivre avec nous pour la partie full spoiler qui aujourd'hui nous sera racontée par Pomme, qui a énormément insisté pour faire ça. Elle a fait du lobbying à fond. Je pense que j'ai dû vous dire que... Voilà, je pense qu'avant même qu'on ait commencé le tout premier épisode, j'ai dit par contre, le 9, c'est moi. On est parti ? Fonce. Eh bien, go. On est parti. Audrey, t'es toujours là ? Bah oui. Ok. Je t'entendais plus. Bah non, mais je parle pas. Moi, je coupe pas la parole. Ah non, on va pas t'entendre pendant tout le résumé. C'est parti. Alors, l'épisode s'ouvre sur une scène où on peut presque entendre le réalisateur crier « Action !» Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, ça fait un peu brusque comme mise en scène, genre on est en situation, c'est parti, go. Ouais. Donc Rose et le Docteur sont dans le TARDIS en mode course-poursuite à travers l'espace et le temps. Ils coursent un objet mauve non identifié. Le Docteur explique que le mauve est la couleur universelle du danger et on notera que pour une fois le mot universel est employé à bon escient. Ah bon ? Parce que nous, humains, on a tendance à employer le terme universel pour parler de ce qui se passe sur Terre. Il y a Rose qui demande, c'est pas la couleur rouge normalement ? Il y a que les humains qui considèrent que le rouge c'est le danger. Pour tous les autres, c'est un peu kitsch. Voilà, et donc il dit aussi, alors on arrive, on croit qu'il y a du danger, et en fait tout le monde danse. Donc en fait, c'est universel, mais sauf pour les humains, donc c'est pas universel. C'est ça ? Bah, tu voulais que je réponde quelque chose ? Non, t'avais l'air de te tenir énormément au terme universel. On s'attendait tous à ce que tu réagisses. Audrey, tu veux dire quelque chose ? Non. Audrey, tu seras mon joker. D'accord. Si elle te maltraite, on coupe sa piste. Donc Rose ne comprend pas bien pourquoi il faut suivre ce truc. Et l'explication est simple en fait. Bah, c'est mauve, c'est à environ 30 secondes du centre de Londres. Pourquoi chercher plus loin ? Ça se tient. Et là, on a le générique. Là, on a perdu tout le monde. Donc le TARDIS arrive à Londres, pour une fois à l'endroit prévu, et Rose et le Docteur en sortent en papotant d'un peu de tout et de rien comme un vieux couple. Ils sont arrivés avec 1 mois de retard, bon là on commence à avoir l'habitude, alors qu'ils étaient juste derrière le machin mauve. Rose critique d'ailleurs le Docteur sur sa façon de conduire, et le Docteur lui propose de prendre le volant la prochaine fois, donc comme je disais, un vieux couple. Mais ce qui serait quand même très drôle vu la façon dont se manie le TARDIS avec une énorme console circulaire où il y a plein d'objets de poète qui on sait pas à quoi ils servent. Ce serait très drôle de voir quelqu'un d'autre que le Docteur s'en servir. Ouais. Ouais, on verra. Pendant cette discussion, on les voit à travers les yeux de quelqu'un ou de quelque chose qui est en hauteur et qui a la vue trouble. Ta-da-dam. Qu'on entend respirer d'ailleurs. Ils partent en quête d'infos sur... Donc, ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose qui serait tombé il y a environ 1 mois en faisant un grand boom. Le Docteur compte utiliser son papier psychique, et Rose du coup est déçue parce qu'elle aimerait bien qu'il fasse des trucs plus Spock, comme par exemple scanner les technologies extraterrestres et pas juste demander aux gens. C'est là où on voit la simplicité quelque part du Docteur qui préfère être terre à terre plutôt que de faire des choses trop faciles. C'est son côté MacGyver et bricolo. Le Docteur détourne la conversation en demandant à Rose si elle est sûre du t-shirt qu'elle a choisi. Alors ça ressemble encore à une remarque de vieux couple, genre je détourne la conversation en t'envoyant une pique. Mais en réalité, le fait que Rose porte un haut avec... donc j'ai mis le drapeau britannique, mais je pense que c'est peut-être pas ça. C'est l'Union Jack.
Ça, Voilà. Union Jack. Dessus, donc aura son importance un peu plus tard. Parce qu'à ce moment-là, si je dis pas de conneries, on ne sait pas encore à quelle époque ils sont atterris. On sait qu'ils sont à Londres, mais on ne sait pas quand. Non, on sait pas, on n'a aucune info. Donc là, le docteur et Rose vont se séparer. Le docteur, qui a entendu des gens et de la musique derrière une porte, va voir de quoi il s'agit, et pendant ce temps-là, Rose cherche à savoir d'où vient le « Mommy » qu'elle vient d'entendre. Ce qui commence déjà à être creepy. En plus, tu le fais vachement bien. J'avoue. Peut-être que je l'ai vu 25 fois cet épisode. Et donc elle aperçoit un enfant sur un toit avec un masque à gaz, et elle court à sa rescousse, parce qu'il est tout seul et sur un toit. Et là, c'est pour moi la première heure de l'épisode. Ils se sont séparés, c'est jamais bon Oui. pour aucun des deux. Pourquoi? Genre là, elle est partie, elle a même pas prévenu le docteur, ils savent où ils sont mais pas quand. Pour moi, c'est pas une bonne idée déjà pour En moi. même temps, ils sont à Londres. Oui, enfin, le docteur, il est pas mieux, hein. Il se barre, il rentre dans un bar, il l'attend pas, hein. Il lui dit Oh, pas mais lui, on viens a avec l'habitude moi. qu'il en a rien à foutre. Bah oui, mais du coup, elle a le droit de vivre sa vie aussi, hein. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Le docteur donc arrive dans le bar, comme disait Audrey, qui a l'air d'être un bar clandestin. Et on voit aux vêtements, il y a la chanson qui est en train d'être chantée, que soit ils sont pas à notre époque, ou alors ils sont dans une soirée à thème. Vu la série, on se doute que c'est pas une soirée à thème. Non, effectivement. C'était pour la petite blague. Donc là, on va avoir une scène dans le bar, une scène sur le toit, une scène dans le bar, une scène sur le toit, donc va falloir suivre. Pendant qu'ils rentrent dans le bar, Rose monte sur le toit. Hop, on revient dans le bar. À la fin de la chanson, donc il y a une chanteuse sur scène, à la fin de la chanson, le docteur monte sur scène et demande l'attention du public. Il veut savoir s'ils n'ont pas vu quelque chose tomber du ciel récemment. Et surtout, je crois qu'il dit qu'il serait tombé, qu'il aurait fait un grand bruit, mais pas une explosion. Alors moi j'ai noté dans mes notes du coup, on a un petit côté one man show du docteur. Évidemment. Et la blague, on va la comprendre plus tard parce que les gens rient quand ils demandent. Alors d'abord, il y a un énorme silence, des regards pas... Tu sens dans les regards un truc du genre, mais enfin, c'est Il pas drôle. débarque. Il est taré. Ils se demandent un peu Ouais. si c'est du lard ou du cochon. Ouais. 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 Et finalement, il y en a un qui rigole un peu, puis un autre, et puis finalement, la salle est hilar. On retourne sur le toit. Donc Rose continue son ascension, et elle trouve une corde qui lui tombe devant. Alors c'est-à-dire qu'elle est face à un mur, il y a rien, pouf, il y a une corde, elle l'attrape et elle monte. Encore une fois, c'est pas une réaction très maligne. Non, elle se pose aucune question. N'empêche, en même temps, il y a un gamin qu'elle pense en danger sur un toit, elle va essayer de le sauver. Ouais, mais là, du coup, là, ce qui m'intrigue à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce qu'elle regarde pas d'où vient la corde déjà. Elle lui tombe devant, mais d'où? On rappelle qu'il fait nuit. D'où est-ce qu'elle est bien accrochée quelque part? Enfin. Mais c'est sa médaille de bronze en gymnastique qui l'appelle. Ah, Ouais, elle grimpe à la corde. Elle voit une corde, C'est elle vrai. grimpe à la corde. Toujours. C'est vrai, la médaille de bronze dont on entend parler dans le tout premier épisode. On retourne dans le bar. Donc le docteur essaye quand même d'avoir une réponse. Si attendez, je comprends pas pourquoi ça vous fait rire, mais je veux savoir. Et là, une sirène retentit. Tout le monde se lève et part. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on est à Londres en plein Blitz, donc en 1941. Je crois qu'il y a une affiche qu'on voit en arrière-plan qui parle des bombardements. Avec le mot Hitler dessus, comme ça replace de suite, on n'a aucun doute. Voilà. Je sais plus ce qu'a dit cette affiche, mais oui, c'était une affiche de propagande et on va dire de sécurité. Quelque chose pour du les genre Anglais à ce moment-là. Hitler peut frapper à toute heure, ou je crois que c'est quelque chose comme ça. Audrey, tu te souviens de ce qu'il y a écrit? Pas du tout. J'avais Merci. même pas vu le détail de l'affiche en arrière-plan. On retourne sur le toit, donc là on a résolu l'histoire du docteur dans le bar, on a nos réponses sur sur où et quand on est. Et le docteur à ce moment-là aussi, il fait un petit sourire du genre forcément. C'est pour du coup des choses qui tombent du ciel depuis un mois, il y en a eu quelques-unes quoi. On comprend pourquoi ça fait rire tout le monde. Alors Rose elle lâche pas l'affaire, elle galère, mais elle grimpe à la corde. Le gamin continue d'appeler sa mère. Mommy. Et puis tout d'un coup il voit un ballon. Un ballon. Et en fait, Rose, elle est accrochée à un ballon de barrage, comme il y en avait des dizaines dans le ciel londonien à cette époque. Et je l'ignorais complètement. C'est vrai? Ça ressemble à un mini zeppelin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc ça explose quand les avions rentrent dedans. Et comme il fait nuit, ils les voient pas. Ils sont forcément ils sont sombres. Et donc à ce moment-là, on a le ballon qui s'éloigne avec Rose accrochée et on a, je trouve, une très jolie vue de Londres avec une magnifique pleine lune. La pleine lune. Je trouve qu'au niveau effet spécial, c'est pas trop mauvais à ce moment-là. Oui, c'est une. Avec les ballons et les avions qui arrivent, qui se font péter sur les ballons.
Et donc à ce moment-là, Rose dit effectivement c'était peut-être pas le bon t-shirt. J'avoue. Est-ce qu'elle fait un peu cible en plein ciel, accroché à un ballon de barrage, oui, effectivement. En plein blitz. C'est ça. Au cas où ils aient eu un doute sur là où ils étaient, maintenant ils sont sûrs. Oui. Donc le docteur, il sort de là en disant, genre il a une info, puis il trouve pas Rose, et donc il parle à un chat. Bon, pourquoi pas. Et il lui dit qu'il aimerait voyager avec quelqu'un qui n'a pas la bougeotte, que c'est la seule chose qui l'étonne encore. Mais, tout à coup, le téléphone sonne. Or, le téléphone du TARDIS, c'est un faux, et il n'est pas censé sonner. Non. Mais pourquoi il a un faux téléphone dans son TARDIS? Mais parce que la cabine, c'est un camouflage. Oui, je sais, mais Ça bon. fait partie du camouflage. C'était en fait... Il aurait pu avoir un téléphone pour autre chose, enfin un truc qui sert vraiment, ou je sais pas, Non, ça bah, aurait pu c'est le avoir docteur, une... hein. Oui, mais Tout ça est aurait en pu avoir apparence. une utilité. Forcément, là, c'est du toc. Bravo. Non, mais il s'en fiche le docteur, il a toujours un compagnon avec un portable, donc Avec forfait universel et illimité. C'est Oui, ça. c'est vrai. à travers l'espace et le temps. Mais c'est vrai qu'Audrey a pas tort, après tout, quitte à avoir un téléphone, il pourrait servir. Mais il est pas censé, et pourtant il sonne. Il va pour décrocher, et là il y a une adolescente qui lui dit de surtout pas faire ça. Alors évidemment, il le fait. Ah oui, Hein c'est le docteur, il va Bah, pas c'est le écouter docteur. les conseils d'un humain, faut pas déconner. Enfin, du Et là attends. Qu'est-ce qu'on entend dans le téléphone? Mommy? Are you my mommy? Et ça raccroche. Donc ça veut dire maman, es-tu ma maman? Oui, c'est pas la momie d'Égypte. Non. Je précise. Oui, depuis le début on n'appelle pas une momie d'Égypte, on appelle momie maman. Maman. Et au moment où où ça raccroche, le docteur raccroche aussi, et il entend un bruit dans une rue voisine. Alors moi j'ai eu l'impression qu'il allait vachement loin quand même pour avoir entendu un petit bruit, mais pourquoi? Bon voilà, il y va. Il va voir ce qui se passe. Et là il tombe sur une famille qui quitte sa maison pour aller se cacher dans l'abri en tôle qui a l'air vachement moins solide que leur maison. Mais c'est juste l'entrée. Oui, c'est ça. C'est l'entrée du bunker. Au début c'est ce que je pensais, et après je trouve que... Ou alors c'est juste mal fait, mais ça se voit pas qu'ils descendent quelque part. Oui, mais à ton avis. Non mais... C'est-à-dire qu'ils ont pas vraiment creusé, voilà. Après je me dis que peut-être la consigne c'était vaut mieux être dans l'abri de jardin que dans une maison qui risque de s'écrouler sur toi. Je pense que c'est vraiment pour un bunker. Hein. Oui, je pense aussi. C'est-à-dire que une bombe, ça reste une bombe en fait. Alors. Bon, donc à peine la porte du hangar est fermée, il y a la jeune fille de tout à l'heure qui réapparaît, qui se précipite dans la maison. Et dans la maison, elle fait le tour des placards et récupère toute la nourriture qu'elle trouve. Elle est maline. Elle a l'air de profiter de la situation, elle prend des risques, mais du coup, elle a besoin de cette nourriture. Oui, parce que elle, du coup, elle va pas se planquer pendant le blitz. Mm. On retourne sur le ballon de barrage, parce que Rose, elle y est toujours accrochée, et elle flippe sa mère, quand même, et on peut la comprendre. Bah. Et pendant ce temps-là, on a un homme dans un salon rempli d'officiers qui remarque Rose sur son ballon, et avec ses jumelles, il zoome sur ses fesses, ce qui est super classe. Alors, on voit déjà que ces jumelles, elles ont l'air beaucoup plus technologiquement avancées que ce qui se fait pour l'époque. Hein. Oui, t'as raison, mais en fait, je le connais tellement par cœur, et comme je connais le personnage, ça m'a pas tilté, mais oui, en fait, carrément. Il va dire, elle a un beau petit cul. Oui. Elle a un beau petit cul, et l'officier qui est juste à côté, qui était venu lui dire d'aller aux abris, le prend pour lui, et puis il est plutôt flatté. Non, c'est pas comme ça. Il dit, elle a un beau petit cul. Le mec lui dit, bah attends, c'est pas le moment de sortir. Il continue à regarder, et après, il lui tape sur les fesses en disant, mais toi aussi t'as un beau petit cul. C'est pas comme ça que je l'ai compris, moi. Oui, si, Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Moi, je l'ai compris plus, c'est pas le moment devant les autres. Moi, je l'ai compris vraiment, c'est pas le moment d'aller draguer, mec. Ça se congratule sur des culs. Ouais, parce que comme il était en train, il le voyait observer aux jumelles. Pour moi, c'était plutôt le côté, faut pas sortir, faut pas les draguer, effectivement. Et du coup, derrière, il enchaîne en lui tapant le cul, en lui disant, bah non, mais toi aussi. Mais non, puisqu'il lui dit qu'il parlait d'une femme, mais que lui aussi a un beau petit cul. Je suis Team Pomme. Audrey, t'en as pensé quoi? Bah moi, j'ai peut-être rien compris parce que en fait, moi je découvre, c'est la première fois que je le vois ce mec-là. Ouais. Et du coup, je le vois avec ses jumelles, je me dis putain c'est un gros goujat. Oui. Avec de parler du cul d'une meuf qui est suspendue, il se dit pas. Déjà, moi ce qui m'a surpris, c'est qu'il se dit pas putain il y a une meuf qui est accrochée à un ballon. Il se dit pas ça du tout. Il se dit ah elle a un beau petit cul, mais elle est hyper en danger, elle est accrochée comme une couillonne là-haut là-bas. Et puis il réagit pas à ça. Alors déjà je me suis dit bon pour qu'ils insistent autant, c'est que ce mec va avoir une importance dans la suite de l'histoire. Et après moi je l'ai compris du coup comme l'autre officier, il le voit faire, il dit non mais il faut pas sortir, c'est le blitz. Et après le capitaine, il tape son cul en mode oh mais non mais toi aussi t'as un beau petit cul, sois pas jaloux quoi. Moi j'ai compris ça comme ça. Merci Herculéa.
Ah ouais, donc tu choisis l'autre équipe que moi. Merci. Bah non, Ok, mais je suis super. désolée. Mais j'ai compris ça comme ça, mais t'as peut-être tout à fait raison, hein. Alors, moi Ah, j'aimerais non, faire un vrai appel aux gens sur les réseaux sociaux, donc soit Twitter, soit Instagram. Dites-nous comment vous avez pensé cette scène. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez comprise? Merci. Non mais c'est important. Je veux qu'on prouve que j'ai raison. Ouais, voilà. Et une fois qu'on aura fini d'enregistrer, j'irai revoir juste cette partie-là. Tout le monde est contre toi, mais tu fais un appel. Ok. Voilà. Pas tout le monde. Zu, il est avec moi. Non, moi je suis avec Pomme. Non, mais Zu, il a rien compris. Mais personne n'est contre toi, on a juste compris différemment. C'est parce que nous on a des prénoms normaux et vous non. C'est tout. Vous êtes jaloux. Non, mais Pomme, elle aime bien ça, affronter les gens directement. On en est où? Elle fait le tour des placards. Rose flippe sa mère. Là, je vois que tu voulais parler de son sourire. Oui, parce que jusque-là, on voit juste un gars avec des jumelles. On sait pas qui c'est. Et au moment où il se retourne vers son collègue, là, on voit son sourire, on voit ses yeux pétillants. Et on le sait pas encore, mais c'est le Captain Jack Harkness. Et moi, à chaque fois que je vois ce sourire et ces yeux pétillants, à ce moment-là, j'ai de nouveau 22, 23 ans et je suis tout émoustillée. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais comment on fait pour avoir une gueule aussi carrée? Ah, ça. Ah, il a un sacré menton. Donc l'ado, alors là on retourne chez les bidochons, donc la première famille, la famille qui est sous l'abri. Oui, alors je les appelle les bidochons parce que physiquement ils m'ont fait penser aux bidochons. Et dans leur façon d'interagir les uns avec les autres aussi, surtout. C'était soit ça, soit les Dudley. Redis-moi les Dudley. Ah oui, dans Harry Potter. Les ouais, parents ça. adoptifs d'Harry Potter. Oui. Oui, bah c'est un peu, exactement, c'est un peu ce genre-là, tout à fait. Donc, l'ado chez les bidochons, elle est sur le point de ressortir avec ses provisions, et puis elle voit que sur la table de la salle à manger, ah non, on le sait pas encore à ce moment-là, je vais beaucoup trop vite, elle voit quelque chose qui la réjouit. Du coup, elle sort rameuter ses troupes, c'est-à-dire une bande de gamins, et les ramène dans la pièce phare de son butin. Un repas complet est déjà servi. Mais complet. Un sacré repas pour eux, ils étaient 3. Ils étaient 3, c'était un banquet. On retourne au ballon, donc Rose, elle finit par lâcher prise parce que c'est fatigant, et elle est rattrapée par un rayon d'une technologie inconnue reliée au vaisseau du beau Captain Jack. Ils échangent un petit peu entre le rayon et le vaisseau. Il y a un petit côté déconne pas trop avec ce rayon. Ouais, et ça m'a fait marrer quand il lui dit oui d'ailleurs coupe ton téléphone. Elle dit quoi? Et il dit non mais je déconne pas, ça fait des interférences. Ah d'accord. Il y a un côté consigne de sécurité de l'avion. Veuillez garder les mains dans l'appareil et couper vos téléphones. Merci beaucoup. C'est ça. Alors qu'au début on pourrait croire que c'est juste pour lui faire remarquer qu'il a capté qu'elle aussi elle était pas d'ici. Genre j'ai vu que t'avais un téléphone portable, c'est pas l'époque machin. Et non c'est juste parce qu'il faut vraiment qu'elle l'éteigne. Donc elle glisse un peu comme dans un toboggan et elle atterrit dans les bras du Captain Jack. Et elle est toute retournée par le joli monsieur. Et puis après elle tombe dans les vapes. Et puis j'aurais fait exactement pareil à sa place. Non, bah là, il nous explique que c'est quand même la faute du rayon, elle tombe pas juste parce que... Ouais, moi je serais juste tombée dans les vapes. Et là, on a encore tous, à ce moment-là, je pense qu'on a tous une petite pensée pour Mickey. Pauvre non. Mickey. Non. Non mais en fait, parce qu'on a un peu échangé avant d'enregistrer et je crois qu'avec Audrey, Mickey, ça fait longtemps qu'on l'a oublié, il y a que vous qui y pensez encore. Hein. C'est ça. Ouais, ok, très bien. Si vous l'avez oublié. Moi, je trouve juste que son attitude n'est pas très correcte, généralement, que ce soit avec l'anglais de la dernière fois ou avec Captain Jack. Donc, pour l'instant, avec Captain Jack, elle est juste tombée dans les pommes. Retenons un peu Oui. nos grands chevaux, mais vous en faites pas les filles, on revient là-dessus dans 2 minutes. C'est ça. On sera paternaliste d'ici 10 minutes. On retourne chez les bidochons? Allez, on retourne chez les bidochons. Les gamins se dépêchent de rejoindre le festin, mais ils sont suivis sans le savoir par la chose du début au regard flou. Donc on les voit de loin à travers les yeux de cette chose. Dans la maison, ils sont nombreux et de tous âges. L'adolescente, donc on apprend à ce moment-là qu'elle s'appelle Nancy, mène tout le monde à la baguette. La guerre et la faim ne doivent pas faire oublier les bonnes manières. Bah, elle agit comme une vraie maman en leur disant « Vous mâchez bien votre nourriture Vous prenez une tranche. Vous mâchez bien, vous ne critiquez pas les gens chez qui on est. » C'est ça, on est en train de leur piquer de la bouffe. D'ailleurs, il y en a un, il se retrouve à devoir faire la vaisselle, parce qu'ils font la vaisselle avant de partir. Non, ils sont... Elle fait ça bien. Bah, c'est un côté, on vole pour notre survie, mais pas parce qu'on est des voleurs. Voilà. Donc, on fait les choses correctement. Après, elle est quand même en train... Je pense que déjà à ce moment-là, elle se dit qu'ils ont quand même dû choper tout ça au marché noir parce qu'il y a du rationnement déjà à l'époque. Oui, et il y a vraiment beaucoup à manger. Donc le docteur arrive à se faufiler à table sans que personne ne le voie. C'est au moment où il distribue le rôti qu'on le voit apparaître.
Et parce qu'il veut comprendre qui sont ces gens. Alors, ces gens, ce sont des gamins sans parents qui vivent dans les rues de Londres. Et j'ai trouvé alors il y a un point qui est furtif, on passe vite dessus, mais qui est quand même intéressant, sur les horreurs qu'ont pu vivre certains enfants envoyés dans les fermes loin de Londres pour leur survie à cette époque. C'est-à-dire que ils ont fait des 40 de gamins pour aller dans les fermes, et il y en a certains qui ont été plus qu'exploités. Il y a eu aussi beaucoup de viols, etc. Ça a été, pas tous, mais ça a été quand même assez catastrophique pour certains. Donc sous prétexte de les protéger, on les a envoyés dans des horreurs, dans des endroits horribles. Et il y en a un qui raconte en particulier que il a préféré revenir à Londres plutôt que de subir ce qu'il subissait. Ah oui, il dit plutôt vivre dans la rue qu'être dans ses familles. Mommy. Le gamin au masque à gaz est devant la porte et veut rentrer. Celui qui était sur le toit tout à l'heure. Nancy est prise de panique et va verrouiller la porte d'entrée. Elle explique au docteur qu'il n'est pas un enfant. Elle fait déguerpir tous les autres gamins par la porte de derrière. C'est à ce moment-là qu'on a toute cette scène, pour moi, c'est vraiment la sensation glauque, la sensation d'horreur que une chose à l'apparence d'un gamin est en train d'essayer de les attraper. Une drôle de mort. Ah pardon, c'est pas la bonne traduction. Lololol. Lolilol. Quand le gamin passe la main par la fente de la boîte aux lettres, on peut voir qu'il a une grosse entaille sur le dessus de la main. Ça ressemble à une espèce de V tout noir. Ouais, et ça aura une importance pour plus tard. C'est pas par hasard qu'on nous le montre. Mais sur le moment, le docteur voit juste un enfant blessé, il s'inquiète, et Nancy lance quelque chose sur la porte pour faire fuir le gamin. Elle dit au docteur qu'il ne faut surtout pas le toucher sous peine de devenir comme lui. Elle nous apprend qu'il est vide. C'est un enfant vide, the empty child. Ah, ça c'est la vraie traduction. Empty comme enfant, child comme vide. Et qu'il peut faire marcher les objets électriques à distance aussi, on apprend à ce moment-là. Alors surtout tout ce qui a en gros une grille qui peut communiquer. Le petit bonhomme qui est derrière la porte fait vraiment mal au cœur. Je sais pas vous, mais moi à ce moment-là, il me faisait vraiment mal au cœur. Et il demande à sa maman de le laisser rentrer parce qu'il a peur des bombes. Et hop, il disparaît. Enfin, on l'entend plus. On retourne dans le vaisseau avec Captain Jack. Rose a repris ses esprits et commence une espèce de... J'ai appelé ça une danse nuptiale, mais oui, c'est un peu ça, un peu comme deux pans là qui se cherchent. Donc entre elle et le Captain Jack Harkness, un Américain qui possède un papier télépathique, comme le docteur. D'ailleurs, il lui tend et elle dit non mais ça va, je connais le truc. Et puis surtout, ce qui a marqué dessus, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. En gros, non. Je sais pas si tu l'as noté, Nimp, mais il y a un jeu de drague en fait à travers le papier télépathique. Où dedans, il y a marqué je suis célibataire quand il lui tend. Oui, c'est ça. Quand Rose lui retend, il y a écrit un truc du style je suis en couple, mais je me considère comme libre. Voilà. Bam. Donc là, c'est encore le point au pauvre petit Mickey. Oh là là. Elle dit pas qu'elle est célibataire. Alors, c'est pas pour spoiler, mais Mickey, de son côté, il est en couple, mais il se considère aussi comme libre. Hein. Alors bon, on le verra plus tard, dans d'autres épisodes. Alors arrêtez un petit peu là votre char. Tout le monde, il est libre. Audrey, encore une fois, vers qui tend ton cœur? Ah mais vers pas, mais vraiment. Moi, non mais en plus, là je vous ai dit, moi je découvre du coup, là j'ai regardé mon 9e épisode, et pour moi Mickey c'est genre le tout début, c'est l'autre débile qui est un peu con. D'ailleurs elle se rend même pas compte qu'il s'est transformé en mannequin au début, donc vraiment c'est qu'il sert pas à grand chose. Et pour moi c'est vraiment le mec, elle l'a un peu oublié, il s'occupe pas, enfin elle l'aime pas à fond ou quoi, elle est pas amoureuse de ouf. Et du coup dès qu'elle voit un mec un peu beau gosse ou qui est un peu intéressant ou qui ressemble de près ou de loin au docteur, elle est en mode oh là là je papillonne et là avec le capitaine comme lui il joue vachement le jeu, elle tombe dedans mais elle est à fond quoi. Mais moi je serai à fond aussi. Ah, il est beau, il flirte, non, mais tout va bien. Enfin, il y a ce moment-là où je sais pas, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il lui soigne les mains? Oui, pendant qu'il soigne Rose, c'est ce que j'ai écrit. Enfin, il lui attrape les mains, il les accroche avec un petit foulard. Ensuite, il se penche derrière elle pour allumer un truc, mais du coup, il a son visage à côté du sien. Toute cette scène était oulala. En tout cas, la première fois que je l'ai vu, il y a fort longtemps. Donc, il soigne Rose parce qu'elle a les mains, elle s'était brûlée aux mains. Avec une espèce des nanorobots, des nanogènes comme ils appellent ça. C'est pareil, ça aura une importance pour la suite. Oui, donc c'est comme des mini-robots qui viennent sur ses mains
repère qu'il faut la soigner et donc... Et c'est très joli, ça fait très petite luciole dorée, c'est trop Mais mignon. oui, c'est de la poussière qui brille. Tout à fait. Ça m'a rappelé le tombeau des Lucioles. Et donc à ce moment-là, Jack glisse un peu à l'oreille de Rose que il a bien compris que c'était un agent du temps, parce qu'il les repère de loin, les agents du temps. Bah, surtout quand ils ont un téléphone mobile en 1941. Mais voilà, c'est ça, je pense. Je pense que ça vient de là l'erreur. Mais du coup, il les repère de vachement loin, les agents du temps. Hein. C'est un indice quand même. Rose comprend pas bien de quoi il parle, mais vu que... Mais elle arrive à jouer le jeu. Elle joue le jeu parce qu'elle sent que ce sera plus facile de lui faire avouer des choses oui, en rentrant dans son manège. c'est un peu du genre je suis tout ce que tu veux tant que je reste dans le vaisseau avec toi. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Bah moi j'étais un peu en mode un agent du temps, mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Non, pas qu'est-ce que c'est que cette merde, je pense qu'on a tous pensé ça. Mais je me suis dit, mais il y a encore un truc du temps, il y a toujours un nouveau truc, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi je me suis... Là, du coup, j'ai pas trop... Enfin, j'ai un peu la réponse, mais enfin, voilà, c'est pas non plus... À ce moment-là, quand je regarde l'épisode, je suis en mode, oh non, encore un truc, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Moi, ça m'a fait penser aux Visiteurs du Futur. Alors, mais moi aussi, mais bien sûr, la brigade temporelle. Je suis même allée chercher là tout à l'heure un peu sur internet s'il y avait pas des liens, officiels, on va dire. J'ai pas trouvé. Officiel. Genre... C'est-à-dire que genre François Descraques qui aurait dit bah oui, je me suis complètement inspiré de ce nom-là pour créer la brigade du temps. Car Okay. François Descraques, il a dit exactement tout le contraire, c'est que il a vu Doctor Who que après avoir écrit les 3 premières saisons du Visiteur. C'est pour ça que j'ai pas du tout trouvé d'informations disant que c'était relié. Bon, après, je pense que c'est un terme un peu générique, facile. Pour ceux qui connaissent pas, Le Visiteur du Futur, allez voir. 4 saisons et c'est génial. C'est cool. Bon, revenons à nos moutons. Jack, il veut parler business. Et du coup, il emmène Rose et une bouteille de champagne prendre l'air sur le vaisseau et puis danser un petit peu. C'est comme ça qu'on parle business. Exactement, donc ils sont sur le vaisseau pendant qu'il y a plein d'avions nazis autour d'eux, accrochés à Big Ben. Et je n'ai pas su retrouver le nom de la chanson qui passe à ce moment-là, mais qui est fort sympathique. C'est du Glenn Miller et c'est Moonlight Serenade. Bah voilà, parfait. On retourne voir Nancy. Elle est en train de cacher ses victuailles dans un endroit abandonné et elle se rend compte que le docteur l'a suivie. Donc beaucoup moins glamour ce moment-là. Lui, il veut pas lâcher l'affaire. Il veut savoir c'est quoi la chose qu'il y a dans le corps de l'enfant. Il sait que c'est en lien avec ce qu'il cherche. Une bombe qui n'est pas une bombe. Nancy en profite quand même pour critiquer le docteur sur son nez et ses oreilles. J'adore cette scène. Une petite pique vite fait comme ça. Le docteur veut absolument aller voir cet engin, puisque Nancy sait de quoi il s'agit. Elle lui dit que c'est protégé, qu'il y a des soldats, des barbelés, mais il s'en fout, il veut y aller. Et elle lui dit que quand même d'abord, elle doit rencontrer quelqu'un, le docteur. Donc là, suspense. Quelqu'un d'autre s'appellerait le docteur. On retourne sur le vaisseau. L'ambiance est chaude bouillante. Jack veut vendre ce qu'il a trouvé aux agents du temps et veut également serrer Rose, qui n'a pas l'air d'être contre l'idée. Et perso, je serais pas contre non plus, mais c'est une autre histoire que vous pourrez lire sur mon compte de fanfic. Non, c'est faux, ce compte n'existe pas. Ouais, t'inquiète. On va vérifier. Si j'avais eu Internet comme il existe aujourd'hui quand j'avais 14 ans, ce compte existerait, mais il n'existe pas. En apprenant qu'au milieu de cette danse, que l'objet après lequel tout le monde court est un vaisseau de guerre Chula entièrement équipé, le dernier en son genre, armé jusqu'aux dents. Le capitaine Jack veut le vendre un bon prix, et pour être sûr d'avoir ce qu'il veut, il a garé l'engin à un endroit où une bombe tombera dans 2 heures. Donc lui aussi, a priori, il sait voyager dans le temps, et par contre, moi à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est un vaisseau de guerre Chula. Moi non plus. Moi non plus. Non plus. Très bien. Rose est tellement in love qu'elle n'a pas du tout écouté ce qui sortait de la bouche du capitaine, et là encore je la comprends, mais je pense que tout le monde a compris. Elle finit de tomber amoureuse quand Jack utilise son détecteur à techno-extraterrestre pour retrouver le docteur. Ah, Voilà, petit rappel à ce qu'elle a fait juste avant. Enfin, il fait du Spock. Quelqu'un de pro. Quelqu'un de pro. Enfin, un vrai professionnel, pro. c'est ce qu'elle dit, ouais. c'est ça. Le doc et Nancy, donc le docteur et Nancy sont sur le lieu où s'est écrasée la non-bombe, et c'est vraiment très bien gardé. On peut pas dire le contraire. Le docteur veut quand même y aller, mais Nancy le convainc d'aller d'abord à l'hôpital, et c'est super rare que le docteur accepte les conseils qu'on lui donne. Oui. Elle lui dit aussi qu'elle a perdu son petit frère Jimmy pendant un raid aérien, et que c'est pour ça que maintenant elle s'occupe des gamins des rues. Elle l'a perdu pendant qu'elle-même allait chercher à manger,
pour le nourrir et il avait peur, donc il l'a suivi et il est mort sous une bombe. Tristesse. Ouais. Bah oui. Oui, non mais... c'était pas une connerie. Tu n'as pas de cœur. Mais non, c'était vrai. Mais oui, je sais. Donc le doc, comme je disais, écoute les conseils de Nancy, ce qui est rare, et il va à l'hôpital Albion. Oh. Hôpital digne d'un film d'horreur. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu cet hôpital ? C'est possible. Peut-être. Donc là, l'image qui est présentée, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. À l'intérieur, il se retrouve dans une salle pleine de lits, qui sont eux-mêmes pleins de gens allongés avec des masques à gaz. Le docteur de l'hôpital arrive. C'est un vieil homme avec une blouse blanche et une canne. Et il explique que les étages sont pleins de gens comme ceux qui sont allongés à l'heure actuelle sur les lits. C'est une véritable épidémie, ce truc. Exactement. Le docteur Constantine, donc The Doctor, comme disait Nancy, c'est le docteur Constantine, se demande ce que le doc fiche ici, et il se doute que si c'est Nancy qui l'a envoyé, c'est qu'il a dû poser des questions sur la bombe. Il pose quelques questions quand même au docteur pour essayer de comprendre si c'est un vrai docteur, et l'autre il lui répond et il arrive à se faire comprendre comme étant un vrai docteur. C'est Constantine qui pose des questions au docteur pour savoir si c'est un vrai docteur. Oui, ça fait beaucoup de docteurs, c'est compliqué au bout d'un moment à raconter. Oui. Donc Constantine, on va l'appeler Constantine ? Oui, très bien. Constantine est très malade, il se dit mourant, et il enjoint le docteur à examiner les patients, mais surtout sans les toucher, sans leur toucher la peau plus exactement. Alors là, moi j'ai noté que le docteur, il va examiner les patients avec son tournevis sonique. Oui. Et le docteur Constantine... ne réagit pas. Non. Ah, je pense que là, de toute façon, il est plus à ça près, le docteur. Oui, parce qu'il s'approche des patients, il faut un coup de tournevis sonique et il dit oui, la cage thoracique est enfoncée, il y a un traumatisme crânien, machin, juste comme ça en les regardant. Tout est normal. Donc c'est ce qu'on disait, tous les patients ont exactement les mêmes blessures et cicatrices, dont celle sur la main qu'avait le petit garçon. Le masque à gaz ne semble faire qu'un avec leur peau, mais il n'y a pas de traces de brûlure à cet endroit-là. C'est ça, on dirait que ça a vraiment fusionné entre la peau et puis le caoutchouc du masque. C'est assez étrange. On aurait pu imaginer que ça arrive s'il y avait une brûlure et que le masque avait fondu, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de brûlure. Le docteur Constantine explique qu'au moment où la bombe est tombée, il n'y avait qu'une seule victime, un petit garçon mort au début. Le lendemain, tous les membres hospitaliers qu'il avait touchés avaient exactement les mêmes blessures, et la semaine d'après, tous les patients de l'hôpital étaient atteints. En fait, on a des blessures physiques qui se transmettent comme un virus. C'est le diagnostic officiel de Constantine. Exactement. Ce qui est une description des plus précises. Des blessures ? Bah, en tout cas, de... Ah oui, le diagnostic est pas déconnant. Ouais. Et donc en fait, aucun d'eux n'est mort. Et pour le prouver, le docteur Constantine tape dans une poubelle, tous les patients se redressent sur leur lit comme s'ils étaient réveillés en sursaut, et au bout d'un moment, ils se rallongent. Et en fait, ils sont vides. Comme le petit garçon derrière la porte. Comme le titre aussi. Encore une fois, on a entre la tronche des mecs avec leur masque à gaz sur la tête, le fait qu'ils se relèvent tous de manière vraiment bien faite et bien synchro, ça a un petit coup de flip aussi. Moi, je trouve que c'est encore bien fait. Ouais. La première victime est dans la chambre 802 et il s'agit du petit frère de Nancy. Bon, on l'avait peut-être un peu deviné. Oui. Le docteur Constantine commence à se sentir mal à ce moment-là, mais il demande au docteur de vraiment se tenir éloigné. Il se met à manquer d'air, puis à appeler sa maman. Son visage se transforme et un masque à gaz pousse dessus directement en sortant de sa bouche. Ça, c'était plutôt bien fait, et en fait, t'as l'impression que la cartouche du masque à gaz lui sort de là, qu'il vomit ça par la bouche et que ça... Ouais. Ah, ça, et les yeux avec les... c'était le pire, les yeux. La première fois, j'ai cru que c'était ses vrais yeux qui grossissaient, que ça allait exploser ou un truc comme ça. C'est ça. Et c'est fou parce que c'était horrible. Première fois, ça fait flipper, et quand tu le revois ensuite, beaucoup moins. Ouais, mais ça reste bien fait, je trouve. Et en plus, ils ont eu le courage de le filmer de face. Ils auraient pu faire une scène où genre on voit la tête du docteur qui regarde ce qui se passe et après on voit ce que ça a donné, mais on voit la transformation complète. Ah ouais, moi ça m'a fait trop peur, hein, les yeux là, oh là 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 là. Donc on sait maintenant ce qui arrive aux victimes. C'est à ce moment-là qu'arrivent nos deux tourtereaux, Jacques et Rose. Donc ils arrivent à l'hôpital puisque grâce au détecteur de trucs aliens, ils ont su trouver où était le docteur. Facilement et rapidement. La méthode de pro, quoi. En fait. Exactement. Et alors eux, par contre, ils sont à 10 000 lieues de se douter du drame qui est en train de se jouer. Jack veut faire affaire rapidement. Rose dit au doc qu'elle a dû dire la vérité sur le fait qu'ils sont des agents du temps. Avec limite le clin d'œil. Oui. On a dû dire...
Et d'ailleurs, elle l'appelle à l'agent Spock, je crois. Oui. À ce moment-là, on retourne voir Nancy, qui est retournée dans la maison des Bidochons pour récupérer les restes de nourriture qu'ils ont laissés. Mais Jamie l'a suivi. Donc on sait maintenant que c'est Jamie, son petit frère. Et il continue de réclamer sa maman. Donc elle se cache sous la table. Là, on retourne à l'hôpital Albion. Jack examine les patients sans comprendre ce qui leur arrive. Le docteur le questionne sur ce vaisseau Chula qu'il a trouvé. Et Jack explique qu'en fait, il est un escroc. Il avoue qu'en fait, l'engin, c'est une ambulance vide, sans valeur. Chula, mais sans valeur. Et qu'il voulait leur vendre, puis la détruire, juste après s'être enfui. Alors, même pas après s'être enfui. Il voulait que ça soit détruit juste après qu'il ait été payé. Et il lui payait un coup avec l'argent qu'il avait filé, en lui disant, c'est vraiment pas de bol, hein. C'est ça. Donc jusqu'au bout, il voulait pousser le vice à se moquer de celui qu'il allait escroquer. Donc pour le docteur, l'histoire est claire. L'ADN humain a été reprogrammé par une sorte de virus, mais pour quelle raison et par quoi exactement ? Aucune idée. On retourne dans la maison des Bidochons. Nancy profite que Jamie regarde ailleurs pour essayer de s'enfuir, mais il bloque la porte juste en la montrant du doigt. Donc il est télépathe. Non, pas du tout, il est kiné. Il est psychologue. Non. Kinésithérapeute. On va pas y arriver. Allez, je vous laisse le dire. Ostéopathe ? Moi je l'ai. Allez, dis-le, je le retrouve pas. Il fait de la télékinésiste. Ah, j'avais presque tout. Alors, mais pas dans le bon ordre. Si tu mélanges tous ces mots-là, on arrive au bon. Il est télékinésique. À l'hôpital, donc hop, on retourne à l'hôpital. Au même moment, tous les patients se lèvent et se dirigent vers notre trio de choc en appelant leur maman. Exactement comme Jamie, au même moment avec Nancy. Donc l'espèce de virus a l'air d'être plus que physique en tout cas. Ou alors ils sont liés connexion. ensemble télépathiquement. Il y a une Un connexion. genre de communication. Et donc on finit sur les trois collés contre un mur, Nancy collée contre un mur. Fin de l'épisode. Oh là là. Ouais. Merci Pomme pour ce résumé. Mais avec plaisir, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Cliffhanger de folie. Limite l'épisode aurait pu se finir sur tin coupé. Et ben maintenant est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à rajouter sur cet épisode ? Ce qui vous a plu, est-ce que des choses qu'on n'avait pas dit au moment de notre premier tour de table a été rajoutées ? Non. Audrey ? Bah non, moi ça va. Ok. Très bien. Et ben je vous propose donc d'enchaîner et de passer à la partie où nous allons vous expliquer les petits détails qu'on a probablement loupés si c'est la première fois qu'on voit cet épisode. Mais Et même si c'est la 25e fois. Des fois on peut ne pas savoir aussi. Et ce sera donc la partie de Zu. Oui. Alors, le premier petit truc, c'est l'hôpital Albion. L'hôpital Albion, c'est le même hôpital qui accueillera le premier alien qui se crachera sur Terre en 2006. Et oui, Donc c'est le cochon. C'est Le cochon dans l'épisode des Slittins. voilà, exactement. Lui-même. Le cochon dans l'épisode. Avec les aliens péteurs. D'accord. Tu te souviens, ils avaient Oui. fait se crasher un vaisseau qui était conduit par un cochon génétiquement modifié. Ah oui, c'est vrai. Il Oui, était d'accord. Donc ok. là, oui. Et c'était à Albion dans l'hôpital d'Albion, on apprend qu'il a été autopsié et on découvre que ça D'accord. ressemble très fortement quand même à un vrai cochon. Ah bah tiens, l'agence du temps, on en parlait. Donc, ça a été quelque chose qui était d'abord mentionné dans l'épisode The Talons of Wang Xiang, qui est la 91e aventure télévisée de Doctor Who, avec le 4e Docteur. Et c'est une agence qui est créée pour remplir le rôle laissé vacant par la disparition des Seigneurs du Temps après la guerre du temps et maintenir la timeline telle qu'elle doit être. Ouais, ils sont là pour contrôler qu'il va pas y avoir de grosses altérations. Comme dans Le Visiteur du Futur. Exactement comme dans le Visiteur du Futur, comme la brigade temporelle. Mais comme dans toutes les séries qui parlent de science-fiction, il y a un organisme de ce genre-là. Même dans Time Cop, il y en a un. Voilà, là il y a plein d'histoires. C'est dans le titre. Même dans Umbrella Academy. Même dans Umbrella Mais oui. Academy, c'est vrai. Ah exactement. Oui, mais Umbrella Academy a tout copié sur le Visiteur du Futur. Je suis pas sûre que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que non, en fait, pas Évidemment que exactement. Donc c'est un organisme qui est assez qui est assez mystérieux et qui est assez complexe. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses à en dire. Et si on reparle
peut-être j'irai dans le détail. Le Docteur et Rose atterrissent un mois, donc après la capsule mauve, car cette dernière a changé de time track. Donc la time track, c'est encore un exemple de science, pseudo-science Doctor Whoienne. Donc faut imaginer le temps comme une autoroute. Chaque voie est une timeline, et la capsule, elle a changé de voie. Donc là, le TARDIS ayant pas pris la même sortie d'autoroute, elle est arrivée au même endroit, mais pas au même moment. Voilà, c'est la meilleure métaphore que j'ai réussi à trouver pour expliquer cette pseudo-science. Non, mais t'as très bien expliqué, parce que moi j'avais pas compris avant. Moi non plus. Donc, est-ce qu'on revient sur le fait que Rose est toujours en couple avec Mickey, mais qu'elle se considère en relation ouverte? Non, je pense qu'on en a assez parlé, on va encore prendre des taquets. C'est facile de juger quand on connaît pas toute l'histoire. Ah mais je juge même en connaissant la suite. Hein. Et tu juges Mickey aussi? Oui, pareil. Oui, pareil. Donc en fait on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent puisqu'ils font pareil tous les deux de leur côté. Oh là là, mais vous êtes vieux jeu. Mais là, ça tous, se peut, c'était juste un accord commun. Non, mais c'est pas vieux jeu, c'est sur le côté contrat. Non, quand elle est revenue en fait un an après et qu'elle lui demande s'il a été fidèle. Et il lui a dit oui, mais j'avais pas trop le choix non plus. Parce que tout le monde pensait qu'il l'avait tué. Buté. Oui, mais là il l'est pas, donc on s'en fout. Mais oui, mais elle le sait pas. C'est mais pour il ça est que pas à ce moment, il y a pas de jugement. Il est même pas à cette époque-là, et il est même pas né. Il a même pas voulu venir alors qu'il pouvait. Ah d'accord. Et Le voyage dans le temps, ça doit être justifié, je trouve. C'est un plouc. Et encore une fois, elle a flirté, il s'est rien passé. Oui, en C'est plus, vrai. ils se sont juste caressés les mains et ils ont fait une danse. Ils se sont pas Ça va, embrassés sur le danser c'est vaisseau pas trompé. Bon, on a oublié de dire aussi qu'ils ont bu une petite coupette de champagne en regardant Big Ben. Boire du champagne en regardant la pleine lune, c'est pas Et trompé. Captain Jack, il a quand même réussi à faire sonner Big Ben juste pour elle, hein. Sa grosse horloge. Ah, Merde. Non, tu sais pas l'instant phallique. Ah on l'a pas dit pendant le Mais résumé, non. mais il fallait que ça ressorte, hein. Oh là là. Non, mais faut avouer que Rose, elle est mignonne. Mais pour l'instant, j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde me dit « Ah, Rose, trop bon compagnon !» Parce que pour l'instant, vraiment, moi, j'ai Mais du mal. Attends, c'est qui? Tout le monde qui te dit ça, c'est un des compagnons les moins aimés. Ah oui, clairement, oui. Bah, ah bon? C'est vrai? Parce que moi, de tous les gens avec qui j'ai pu discuter et tout... Ah ouais? Bon, bah ça va. Ah, alors. je ne sais pas choisir moi. Non, mais parce que moi, je la trouve nunuche. Mais donc Moi, je c'est les qui aime tous pour leur particularité. C'est qui C'est Bah, ton copain encore? Oui. Dédicace à Mimi. Mais... Rappelle-nous de jamais l'inviter. Mais il trouve que la deuxième... Enfin, dans la prochaine saison, c'est mieux. Apparemment, son traitement de personnage est plus intéressant. Non, clairement. Ça Mais va bon, changer. bah, ça du coup, dépend j'ai ce qu'on pas lui vu, fait subir, alors en fait. je ne sais pas. On en reparlera, Mais, on te réinvitera et tu nous diras ce que t'en penses. D'accord. Ok, alors, dans cet épisode, l'enfant vide a la capacité donc d'utiliser les téléphones et un peu tout ce qu'a un haut-parleur. Et Moffat avouera que c'était une expérimentation scénaristique pour lui et que ça lui a beaucoup servi dans l'écriture d'une autre série qui s'appelle Jekyll, qui met en scène une version moderne du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Et donc, Très bonne série. et oui, et dedans, le Dr. Jekyll communique avec Mr. Hyde par le moyen de téléphone déconnecté, comme ça. Par des messages. Il se laisse des messages sur répondeur, il me semble. Oui. Donc on peut voir. Mais ça fait partie des séries qu'il faut que je regarde. Ça. C'est une série qui a un peu vieilli dans l'image, la qualité de l'image, etc. Mais pour la performance d'acteur du gars qui joue Dr. Jekyll puis Mr. Hyde puis Dr. Jekyll puis Mr. Hyde, elle est vraiment intéressante et je crois qu'il y a qu'une dizaine d'épisodes. Enfin, allez-y, lancez-vous. Écoute, si on parle de qualité d'image en se souvenant de l'épisode d'avant où j'ai eu beaucoup de mal, je devrais réussir à supporter Jekyll. Après, c'est peut-être aussi la qualité de l'enregistrement que j'avais qui était pas foufou. Je suis en train de regarder si elle est pas sur Netflix, mais je crois pas. Pas sûr. Peut-être au Royaume-Uni, mais pas sûr en France. Non, en France, elle y est pas. Stephen Moffat, on est sur lui, va remporter un Hugo Award dans la catégorie Best Dramatic Presentation, format court, en 2006 pour ce double épisode. Donc les Hugo Awards, c'est des récompenses de la World Science Fiction Society qui ont été nommées d'après Hugo Gernsback, qui est un luxembourgeois né en 1884, donc il y a un moment quand même,
et qui était éditeur de science-fiction et qui est l'un des pères de la science-fiction, mais pas vraiment comme auteur à l'instar de H.G. Wells ou de Jules Verne. Lui, c'est vraiment pour avoir mis en avant dans les éditions qu'il a choisies des œuvres de science-fiction et d'avoir donné la chance à ce genre méconnu à l'époque. Ok. Et donc Steven Moffat remportera le prix en 2007 et 2008 pour ses épisodes de Doctor Who, The Girl in the Fireplace, et Blink. Oh putain. Oui. Vivement qu'on arrive à cela. C'est mon Vivement épisode qu'on y arrive. préféré de tout Doctor Who. Ah, Et j'avoue. Blink, c'est un Ouais, très très bon épisode pour présenter Doctor Who aux gens qui connaissent pas, parce que au final, il est très standalone et voilà, c'est un bon moment à passer et il n'y a pas besoin d'expliquer On a grand des- chose. on aura Un des bon monstres. moment. Des monstres mémorables, des manipulations du temps chelou. Ouais, c'est Non mais top. c'est Blink, il est fabuleux. Et donc standalone, c'est-à-dire qu'on peut vraiment celui-là le voir sans rien d'autre avoir vu de la série. On peut le regarder comme ça. The Girl in the Fireplace, pour la petite histoire, ma photo de profil Twitter de mon compte perso, c'est tiré de cet épisode. Donc il écrira aussi un épisode pour la 4e saison du relaunch de la série, qui est un épisode double, qui s'appelle Silence in the Library et Forest of the Dead. Oui. Mais il gagnera pas le prix cette fois, parce qu'il sera battu par Dr. Horrible Sing-Along Blog de Joss Whedon. Oui. Et c'est Oui, ouais, c'est- voilà, c'est tout. Il y avait du Dr. lourd en Horrible face. Sing-Along Blog, c'est fabuleux. Allez le voir aussi. C'est disponible sur Dailymotion en sous-titré. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du genre de niveau qu'on peut retrouver dans ce type de prix. Les autres séries, c'était Battlestar Galactica, Stargate SG-1, Star Trek New Voyage et Lost sur ces années-là. Donc Dr. Horrible a gagné face à Battlestar Galactica, Stargate SG-1, etc. Il y a un Ou Stargate. c'est d'autres années, sur d'autres C'est années. réparti sur les 4 Oh, années. d'accord. J'ai fait un... Ok. Mais, ok. mais allez voir, il y a toute la liste de tous les nominés sur Wikipédia. Ok. Voilà, c'était tout pour moi pour cet épisode. J'en ai gardé sous le coude pour la deuxième moitié. Yay! Très bien, parfait. Ouais. Eh bien, nous sommes donc arrivés à la fin de cet épisode. Avant de nous dire au revoir, je propose à Herculea de nous redire un peu plus comment est-ce qu'on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, sur ses podcasts. Vas-y. Hésite pas à faire ta pub un petit peu. Je crois que t'as un Instagram. Ah oui, bah oui, en fait c'est la blague parce qu'on vient à peine de créer notre Instagram avec Gonbe. Du coup vous pouvez nous suivre à Gonbe Podcast, voilà, sur Instagram. En plus on est vraiment parti en Corée, donc il y a plein de vraies jolies photos de Corée qu'on a prises nous-mêmes. Du coup venez voir ça. Redis comment on écrit Gonbe. Ah oui, du coup, Geonbae et podcast au singulier collé. On est aussi sur Twitter et puis vous pouvez nous retrouver tous les mois dans un nouvel épisode qui vous parle de voyage ou de films, n'importe quoi en rapport avec la Corée du Sud. Et pour la menstruelle, c'est pareil, mais c'est à chaque pleine lune et on vous parle de nos règles et de plein de choses qui peuvent découler de ce sujet. Bravo. Et voilà, et puis j'espère que c'était pas trop casse-pied de m'avoir parce que je n'aime pas C'était vraiment Rose. génial. Et je Non, m'excuse c'était vraiment beaucoup. relou et on espère ne plus jamais te voir. Ah bah zut, je suis dans l'épisode d'après. Ah oh non. non. Mais quand même pas la concurrence. Spoiler. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Merci André. Si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de nous faire coucou, vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter @drwatt_pod ou sur Instagram drwatt.pod. Et Zu, c'est ton tour de faire la pub. D'accord. Eh ben, Dr. Watt est un podcast du label Podcut dans lequel vous pouvez retrouver 22 autres podcasts époustouflants. Vous pouvez soutenir notre Patreon pour nous permettre de louer du matériel ou d'organiser des enregistrements publics ou de voyager pour qu'on puisse tous enregistrer dans la même pièce. Voilà, plein de trucs sympas comme ça. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux et retrouver maintenant les épisodes sur la chaîne YouTube du label. Pas de cut, donc. Exactement. Podcut, P-O-D-C-U-T. Il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir, merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans 15 jours. Allez, À salut. bientôt. Des bisous. Salut. Bye bye.